Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va corriger le bac blanc en direct. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui va être un petit peu moins fluide que d'habitude. Il va parfois y avoir des pauses, des blancs, je vais parfois hésiter, mais je fais ça pour deux raisons. Premièrement, pour que vous puissiez avoir une correction, et deuxièmement, pour que vous puissiez voir comment un prof réagit face à un sujet, et comment on peut réfléchir pour répondre aux différentes questions. Alors, première chose que je fais, déjà, je vérifie qu'il y a toutes les pages. C'est écrit en bas, vérifier que le sujet comporte bien 13 pages. Bon, là j'en ai 13, c'est bon. Je vérifie ensuite combien j'ai de temps, 3h30. Bon, ça sera aussi valable le jour J. On me dit également que j'ai le droit à la calculatrice, si elle est en mode examen, ou alors une calculatrice de type collège. Et on me dit que je dois faire les 3 exercices et qui sont indépendants les uns des autres. Ça sous-entend que les exercices, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Justement, regardons un peu les exercices que j'ai à faire. Alors l'exercice 1 sur 9 points, ça s'appelle la vitamine C. Bon, de toute évidence, ça, c'est de la chimie. On a des spectres, on nous parle de volume, on a des équations. Ouais, d'accord. Exercice 2, détecteur de fumée sur 6 points. Bon, ça a l'air d'être de la physique, hein. On a des ampèremètres, ça a l'air d'être un condensateur, on a des vecteurs vitesse, on nous parle de masse, de charge électrique. Ok. Ah, là on nous parle de son, puisqu'il y a décibels écrit. Exercice 3, contrôle de la largeur d'un fil de suture sur 5 points. Bon, ça aussi, hein, c'est de la physique, il n'y a pas de doute, hein. On a une figure de diffraction ici. On a une photographie qu'on va sûrement devoir exploiter. Page 12, il n'y a rien. Et page 13, annexe à rendre avec la copie, évolution du pH. Bon, ok, ça c'est de la chimie. D'ailleurs, au passage, c'est écrit annexe à rendre avec la copie. On insiste plusieurs fois le jour de l'examen, et c'est même écrit d'ailleurs dans le sujet, à rendre avec la copie. Pourquoi ? Parce que tous les ans, il y a des candidats qui partent en ayant la copie avec eux. En partant avec l'annexe, je veux dire. Pourquoi on dit ça ? Parce que tous les ans, il y a des candidats qui repartent avec l'annexe. Alors, dès qu'ils sortent de la salle, qu'ils sont dans le couloir, ils se disent « Ah zut, j'ai pas rendu l'annexe ». Donc ils retournent vite dans la salle, ils la donnent au surveillant de salle, mais le surveillant n'a pas le droit de la prendre. Une fois que vous êtes sorti, c'est fini. Donc vérifiez bien que vous avez rendu l'annexe. Bon, bref. 2 exercices de physique, un exercice de chimie. Moi, j'ai pas particulièrement de préférence, donc je vais les faire dans l'ordre. Je vais commencer par l'exercice de chimie. Alors moi, la correction, je vais la taper en direct à l'ordinateur, parce que c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Alors on nous dit quoi ? On nous dit que l'acide ascorbique, qu'on appelle la vitamine C, intervient dans de nombreux processus dans le corps humain. L'organisme ne peut pas la synthétiser ni la stocker. Les apports en vitamine C doivent donc se faire par l'alimentation. L'objectif de l'exercice est d'étudier différents moyens d'apport en acide ascorbique ainsi que sa dégradation. Partie A. Apport par des comprimés. Je vais déjà écrire ça. Allez hop. Partie A. Apport par des comprimés. Le fruit de la rose ou de l'églantier est nommé cynorrhodon. Il est très utilisé en phytothérapie pour prévenir la fatigue et renforcer les défenses immunitaires. Il contient des tanins, les vitamines A et B, et il est aussi très riche en vitamine C, ou acide ascorbique. On trouve en pharmacie de l'extrait de cynorrhodon sous forme de gélule, et on nous donne la formule de l'acide ascorbique, et puis une photo pour illustrer. Dans la suite de l'exercice, on notera l'acide ascorbique sous la forme AH, appartenant au couple AH-A-. On désire comparer l'apport en vitamine C d'une gélule, qui est un produit naturel, avec celui d'un comprimé, qui est un produit de synthèse. Pour cela, on détermine par titrage la quantité d'acide ascorbique présente dans une gélule. On nous donne un protocole expérimental. On dissout dans de l'eau le contenu d'une gélule dans une fiole jaugée de 100 ml. Puis on réalise le titrage pH métrique du contenu de la fiole à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium dont on connaît la concentration de matière. Ok. On nous donne des masses molaires et on nous donne des informations sur la spectroscopie infrarouge. Ok. Bon, ces informations-là, elles vont me servir à un moment donné,
mais quand, pour l'instant, je ne sais pas. Commençons donc les questions. Question 1. Donnez la formule brute de l'acide ascorbique. Alors, comment on fait ça ? On nous a donné la formule de l'acide ascorbique qui est ici. Et en fait, donner la formule brute d'une molécule, c'est une écriture compacte qui permet de savoir combien on a d'atomes de chaque sorte dans cette molécule-là. Donc, la formule brute de l'acide ascorbique est... Alors, quelle sorte d'atomes j'ai dans cette molécule ? Eh bien, j'ai du carbone, j'ai de l'oxygène et j'ai de l'hydrogène. Donc, j'ai du carbone, j'ai de l'hydrogène, j'ai de l'oxygène. Et maintenant, il faut savoir combien j'ai de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Bon, là, il suffit de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et si vous comptez, vous verrez qu'il y a 8 atomes d'hydrogène et qu'il y en a 6 d'oxygène. Là, je vais un peu vite, c'est juste du comptage. Question 2. Montrer que la masse molaire de l'acide ascorbique, qu'on va noter grand M indice AH, vaut 176 grammes par mol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse molaire d'une molécule, c'est égal à la somme des masses molaires des atomes qui la constituent. Ça, on l'a vu en première. Donc, la masse molaire de l'acide, ça va être, comme on a 6 atomes de carbone, ça va être 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Et il se trouve que les masses molaires, là, elles sont données dans le sujet. Elles sont ici. Donc, 6 fois la masse molaire du carbone, on me dit 12,0. La masse de l'hydrogène, 1,0. Et la masse de l'oxygène, 16. Si vous êtes motivé, vous faites ça de tête. Ou alors, si vous avez peur de vous tromper, on fait ça à la calculatrice. En mode examen, je vous le rappelle, moi j'utilise le simulateur sur internet, automatiquement, c'est en mode examen. Donc 6 fois 12, 6 fois 12, plus 8 fois 1, donc 8, plus 6 fois 16. Ça fait 176. Ça tombe bien, c'est ce qu'il fallait trouver. Quelle est l'unité de ce résultat ? C'est une masse molaire, et une masse molaire, c'est en grammes par mol. Question suivante. Donnez la définition d'un acide selon Bronsted. Bon, ça c'est une définition, soit vous savez, soit vous savez pas. Essayez pas de réinventer les règles de la chimie. Un acide selon Bronsted est une espèce qui est capable de donner un, éventuellement plusieurs, ions hydrogène donner un ou plusieurs ions hydrogène. Point. Je vais rajouter la formule brute de l'ion hydrogène, c'est H+. Voilà, on nous demandait juste la définition, on ne nous demande pas d'exemple. Question suivante, recopier la formule semi-développée de l'acide et identifier un groupe caractéristique qui permet de justifier les propriétés acides de la molécule. Alors moi pour la recopier sur ordinateur ça va être facile, j'ai juste à faire une capture d'écran. Je vais agrandir un petit peu les choses pour que ça soit plus visible. Voilà. Ça c'est la question 4. Alors, sur cette formule-là, on nous demande de repérer un groupe caractéristique. Bon, moi, il y en a un qui me saute aux yeux tout de suite, un qu'on a déjà vu en première. C'est celui-ci, j'entoure en rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupement hydroxyle. Entouré, et le groupe hydroxyle. Attention à ne pas confondre le groupe caractéristique et la famille fonctionnelle. Ça, souvent, il y a des erreurs sur ça. Le groupe caractéristique, c'est hydroxyle. La famille fonctionnelle, c'est alcool. Bon, là on ne nous demande pas la famille, on nous demande juste le groupe.
il se trouve que des groupes caractéristiques, il y en a un deuxième. Bon, déjà, il y a un deuxième hydroxyle, ok. Mais il y en a un autre qui est un petit peu plus difficile à voir. C'est celui-ci. Ça, c'est un groupement ester que je vais entourer en vert. Donc hydroxyle, c'est celui qui est en rouge. Et je vais mettre ester en vert. Bon, il est un peu plus difficile à voir, celui-là, je trouve. Mais c'est un groupe caractéristique, donc je le note. Alors, il suffisait pas juste d'entourer, il fallait aussi expliquer pourquoi le groupe caractéristique donne des propriétés acides à la molécule. Bon, bah moi je vais regarder le groupement hydroxyle, OH. Comment on sait qu'un groupement donne des propriétés acides? Eh bien, il faut regarder les polarisations des liaisons. Ça, on l'a vu en première. Et il se trouve que l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle de l'hydrogène. On ne vous demande pas de connaître les valeurs par cœur, elles ne sont pas données dans le sujet, mais il faut connaître la tendance, à savoir que l'électronégativité... décidément, savoir que l'électronégativité de O est plus grande que celle de H, ça, il faut le savoir. Je rappelle au passage, et les trois atomes les plus électronégatifs du tableau périodique, dans l'ordre, c'est l'azote, l'oxygène et le fluor, qui est le plus électronégatif. Alors, si on a une différence d'électronégativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liaison OH est polarisée. Ça, c'est un mot qu'on attend de votre part. Je peux même préciser que on a un delta- sur celui qui est le plus électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène, et un delta+ sur l'hydrogène. On a donc un delta- sur l'oxygène et un delta+ sur l'hydrogène. La liaison étant polarisée, eh bien, elle peut facilement être rompue. Libérant ainsi un ion H+. Ainsi, le H part, eh bien, ça donne bien un H+, et il se trouve que une molécule qui est capable de donner un H+, on l'a rappelé juste au-dessus, c'est un acide. D'ailleurs, pour ça qu'on vous a posé la question 3, c'est pour vous mettre un petit peu sur la piste. Le groupe OH confère donc des propriétés acides à la molécule. Question suivante. Expliquez que le spectre infrarouge de la figure 1 est compatible avec la structure de l'acide ascorbique. Donc il faut que je montre que ça peut correspondre à la molécule que je suis en train d'étudier. Alors je rappelle au passage que sur un spectre infrarouge, l'axe des abscisses est orienté vers la gauche. C'est-à-dire que les valeurs croissantes vont vers la gauche, ce qui n'est pas courant. Et je vous rappelle aussi que tout ce qui est avant 1500 cm-1, on ne l'étudie pas. On appelle ça parfois l'empreinte digitale de la molécule. Il y a beaucoup trop de pics, c'est beaucoup trop compliqué à analyser. Nous, on va regarder ce qu'il y a après 1500 cm-1. Alors, comment je réponds à cette question-là? Montrer que le spectre est compatible avec la structure de l'acide. Bon, je regarde l'acide. Qu'est-ce que j'ai comme différentes liaisons un peu notables? J'ai une double liaison carbone-oxygène, j'ai une double liaison carbone-carbone, j'ai des groupes OH qui sont reliés à la molécule, et j'ai aussi des liaisons CH. Si on regarde ce qui est donné ici, on voit que les liaisons dont je viens de parler, elles sont données ici. OH, CH, CCC et COO. Donc si le spectre
est bien compatible avec la structure de l'acide. Ça veut dire que dans le spectre infrarouge, on va devoir retrouver les signatures de ces quatre liaisons-là. Alors, je vais les faire dans l'ordre. Est-ce que j'ai bien une bande forte et large entre 3200 et 3700 cm-1 ? Alors, 3200, c'est ici, 3700, c'est ici. Donc, sur cette bande-là, est-ce que j'ai une bande forte et large ? Forte, oui, parce qu'elle descend beaucoup, et large, oui, parce qu'elle a quand même une certaine largeur. Donc, j'ai bien cette bande-là qui est présente. Sur le spectre de la figure 1, j'observe une bande d'absorption forte et large entre 3200 cm-1 et 3700 cm-1. Ceci est caractéristique de la liaison C, pas C, pas du tout, OH, pardon, OH. Est-ce que j'ai la présence d'une bande d'absorption forte entre 2850 et 3100 ? Alors, 2850, on est ici, 3100, on est là. Est-ce que j'ai une bande là ? Oui, on voit bien qu'il y a un pic qui est ici et qui est fort. Donc ça, c'est caractéristique de la présence de la liaison CH. Bon, moi je suis sur ordinateur, donc je vais faire un petit copier-coller pour aller plus vite. Une bande d'absorption forte. Est-ce qu'on peut la qualifier de large ? Là, c'est un peu compliqué, donc on va juste dire forte. Entre 2850 et 3100 cm-1, ceci est caractéristique de la liaison CH. Est-ce que j'ai... Je vais regarder la dernière, la bande forte et fine. Est-ce que j'ai une bande forte et fine entre 1650 et 1730 cm-1 ? 1650, c'est ici, 1730, c'est là. Bon, là, il n'y a pas de doute à avoir, on a bien une bande forte et fine entre ces deux valeurs-là. Donc ça, c'est caractéristique de la liaison CO. Encore un petit copier-coller. On a une bande d'absorption forte et fine entre... C'est quoi les valeurs qu'on nous donnait ? 1650 et 1730. Ça, c'est caractéristique de la liaison CO. Et enfin, la double liaison CC, on nous dit que c'est une bande qui est faible et fine. Donc, si elle est faible, ça veut dire qu'il va bien falloir regarder la figure pour voir si elle est là. Entre 1620 et 1680. 1620, c'est par ici, 1680, c'est là. Bon, est-ce qu'on observe une bande faible ici ? Bah non, on ne voit pas de bande faible, parce qu'il y a la bande forte dont on a parlé juste avant qui est là. Donc la bande fine, elle est peut-être noyée dans tout ça. Elle est peut-être présente, mais on ne la voit pas. Donc ça, je vais le préciser. La bande d'absorption faible et fine entre 1620 et 1680, j'oublie pas l'unité, cm-1, n'est pas visible. Elle est, je fais une hypothèse, elle est probablement cachée, entre guillemets, par la bande liée à la liaison CO. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas,
on ne sait pas. En fait, on fait une hypothèse, moi je dis qu'elle est là, mais qu'elle est cachée. Bref, toutes ces informations concordent avec la structure de l'acide ascorbique. Autrement dit, le spectre qu'on nous donne est compatible avec la structure de l'acide ascorbique. Je vais même d'ailleurs utiliser le même verbe. Ils sont compatibles avec la structure de l'acide ascorbique. Bon, ce genre de questions, il faut exploiter un spectre infrarouge. Généralement, elles ne sont pas très compliquées, mais c'est un peu long à y répondre. Question suivante. Schématiser le montage du dispositif expérimental permettant de titrer une solution contenant la gélule de cynorhodon par la soude. Bon là, va falloir faire un schéma. Alors moi sur ordinateur, je ne vais pas le faire sur Word parce que ça va faire quelque chose d'un peu moche. Je vais le faire sur un site internet qu'on appelle Chemix, vous le dites comme vous voulez. C'est un site internet qui permet de dessiner des montages. Alors, on ne peut pas tout faire, il y a une version gratuite seulement. Alors, de quoi j'ai besoin pour faire le titrage ? Bon, ça doit être automatique dans votre tête. On a besoin d'un contenant dans lequel on va mettre la solution attitrée et une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution titrante. Et pour être sûr que tout se fasse, que les réactifs soient bien en contact, on va mettre tout ça sur un agitateur magnétique. Donc, agitateur magnétique avec le barreau. Ici, je vais mettre un bécher. L'agitateur, je le mets dedans, sinon ça ne sert à rien. On va mettre une burette graduée, ici. Alors je dessine pas les supports, la potence, enfin vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais moi sur l'ordinateur je peux pas le faire, ça fait justement partie des fonctions payantes du logiciel. Par contre, il y a un truc qui est non négociable, c'est de mettre des légendes. Dans la burette graduée, j'ai quoi ? J'ai solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à la concentration CB. Et je peux même rajouter entre parenthèses que ça c'est la solution titrante, puisque c'est celle dont je connais toutes les caractéristiques précisément. Voilà. Zut. Je maîtrise pas encore toutes les fonctions du logiciel. En dessous, qu'est-ce que j'ai ? J'ai solution aqueuse contenant l'acide ascorbique. C'est le contenu de la gélule, si vous préférez. Et ça, on ne connaît pas sa concentration. C'est justement le but de la manipulation. Donc solution aqueuse contenant l'acide ascorbique, dont on cherche la concentration. La concentration, je vais l'appeler Ca. Alors, c'est la concentration d'un acide, donc Ca, ça paraît plutôt logique. Et je peux préciser, entre parenthèses, que ça, c'est la solution titrée. Alors, je vais mettre des petites flèches. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est ce qu'il y a ici. Je peux préciser aussi la présence de l'agitateur magnétique et du barreau aimanté. Ici. Alors, est-ce que j'ai bien légendé tout ce que j'avais sur mon schéma ? La burette avec son contenu. Alors là, j'ai parlé que du contenu. Donc à la limite, je peux mettre la flèche ici, ça, ici, et rajouter
que là, on a une burette graduée. Et que, en dessous, là, on a un bécher. Et pareil, je mets une petite flèche pour bien indiquer de quoi je parle. Pour le bécher, j'aurais... Voilà, je vais le mettre là. On essaye d'organiser les choses pour que ça soit un peu près lisible quand même. La burette, son contenu, le bécher, son contenu, l'agitateur et le barreau aimanté. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir insérer le graphique que je viens de faire. Voilà. Et je vais réduire un peu sa taille. Voilà. Bon, le temps que ça m'a pris à faire sur ordinateur, c'est à peu près le temps que ça va vous prendre à faire à la main sur votre copie. Alors la question aussi, c'est est-ce qu'il y avait que ça? Schématiser le montage. Oui, voilà. Question suivante. Définir l'équivalence de ce titrage. L'équivalence correspond à l'instant où les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Ça pareil, hein, c'est une définition, il faut que ça sorte tout seul. Il ne faut pas avoir d'hésitation sur ça. Alors, il y a plusieurs manières de le dire, moi c'est la phrase que j'utilise. Et on me dit de définir l'équivalence de ce titrage. Or là, la phrase que je viens d'écrire est valable pour tous les titrages. Donc je vais préciser que pour ce titrage, à l'équivalence, on a quoi comme relation entre les quantités de matière? Eh bien la quantité initiale d'acide ascorbique, qui est notée AH dans le sujet, c'est égal à la quantité de la solution titrante, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, et en l'occurrence, dans cette solution-là, il n'y a que les ions HO- qui réagissent. Et ça, c'est la quantité qu'on a versée à l'équivalence. Bon, ça, c'est un peu long à écrire, donc parfois, on écrit juste EC, voire E. Moi, je vais écrire en entier. Voilà, versé à l'équivalence. Comment j'ai fait pour trouver cette relation-là? Eh bien, on utilise la réaction support du titrage. Alors là, elle n'est pas donnée, donc je pourrais la préciser d'ailleurs. La réaction support du titrage est l'acide sous forme aqueuse réagit avec les ions hydroxyde qui sont eux aussi sous forme aqueuse. Et ça donne... Alors, pour écrire la relation qui est juste au-dessus, on n'a besoin que de ça. Mais bon, je vais quand même préciser la suite. On forme la base conjuguée de l'acide, qui sera aussi sous forme aqueuse, et on forme H2O. J'ai mis une flèche ici, une flèche simple qui va vers la droite. Pourquoi? Parce que pour qu'une réaction soit support d'un titrage, il faut qu'elle soit totale. Et une réaction totale, on l'indique justement en mettant une flèche simple qui va vers la droite. Question 8. En précisant la méthode employée, déterminer les coordonnées du point d'équivalence de ce titrage en utilisant la courbe en annexe à rendre avec la copie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le répète plusieurs fois. Donc je vais voir l'annexe. Et donc il faut que j'exploite ceci pour trouver les coordonnées du point d'équivalence. Bon, comme tout à l'heure, moi je vais faire une capture d'écran pour pouvoir exploiter ça. Alors vous devez avoir le réflexe, pour trouver les coordonnées du point d'équivalence, vous avez deux méthodes possibles. Soit vous utilisez la méthode de la tangente, soit la méthode de la dérivée. Bon, il se trouve que là, la dérivée, on ne vous la donne pas, donc vous n'avez pas le choix, c'est forcément la méthode des tangentes. Je l'écris quelque part. Méthode des
tangente. Alors justement, cette méthode des tangentes, comment on fait? On remarque qu'ici, on a ce qu'on appelle un saut de pH. Le pH, au début, il vaut entre 3 et 4, et pouf, d'un coup, il monte à 11-12. La méthode des tangentes nous dit que, première étape, on va tracer une tangente à la courbe juste avant le saut de pH. Donc, par là. Bon, moi, c'est fait sur ordinateur, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va dire que voilà, la droite bleue que je viens de tracer, là, elle est tangente à la courbe avant le saut de pH. Deuxième étape, il faut que je trace une parallèle à cette droite que je viens de tracer, et qui va être tangente cette fois-ci à la courbe après le saut de pH. Donc moi, l'ordinateur, il me fait des parallèles tout seul, j'ai juste à faire copier-coller, et je viens rechercher ici le point où c'est tangent. Dernière étape, je trace une parallèle à ces deux droites-là, qui est équidistante des deux, là, donc pile au milieu. Alors, moi je le fais à l'œil, parce que je ne peux pas mesurer sur mon écran. Enfin, je pourrais utiliser une règle pour mesurer sur mon écran, mais bon, je vais le faire comme ça. Voilà. Une fois qu'on a tracé ces trois droites là, on n'a pas fini. On va repérer les coordonnées du point qui est ici. Alors, je vais le mettre en un petit peu plus grand. Le point qui est là, c'est le point justement qui nous intéresse. C'est le moment pour lequel on a l'équivalence du titrage. Donc, la question qu'on pose en fait dans le sujet, c'est quelles sont les coordonnées de ce point? Bon, comment je fais pour déterminer les coordonnées? Ça, vous avez l'habitude, on fait ça en maths depuis la seconde. Je vais regarder sur l'axe des abscisses où je tombe. Alors, je vais essayer d'être précis, je vais zoomer un peu. Là, mon point, il est à cet endroit-là. Et je vais faire pareil. Alors, souvent en TP, vous vous contentez de faire ça. Mais là, on me demande les coordonnées du point. Donc, il faut bien que je pense à aller chercher aussi sur l'axe des ordonnées. Alors là, je me rends compte d'une chose. C'est que le graphique qui est donné, si je regarde là, on voit que l'axe, il a tendance à pencher un petit peu. C'est-à-dire que le graphe n'est pas tout à fait droit sur ma feuille. Donc si je veux essayer de rattraper, il faudrait que je penche un petit peu ça comme ça, et que je penche un petit peu l'autre trait comme ça. Est-ce que ça, je vérifie. Est-ce que ce trait-là est bien parallèle à l'axe des ordonnées? Oui. Donc je le remets à ce niveau-là. Ok. Maintenant ce trait-là, est-ce que je l'ai fait parallèle à l'axe des abscisses? Ah, pas tout à fait. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et ça, hop, je le remonte au niveau de ce point-là. En utilisant la méthode des tangentes, je peux donc dire que, je reviens à la question, je ne sais plus où elle est, question 8, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Le point d'équivalence a pour coordonnées. Alors, quelle est l'abscisse du point? Ici, c'est 5,2 ml. Et l'ordonnée, on arrive ici, donc ça fait 7,2,4,6,7. 7,7. Et le pH, je vous rappelle, il n'y a pas d'unité. Je vais plutôt l'écrire après, ça me fait gagner de la place. Voilà. Ça, c'est les coordonnées du point d'équivalence.
Question suivante. Montrer que la quantité de matière en acide contenue dans la gélule est égale à 5,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Bon, bah, comment je fais ça? J'utilise la formule que j'ai donnée là avant. Vous voyez d'ailleurs que si vous ne l'aviez pas donné ici, bah forcément vous deviez le donner après. Donc ça doit apparaître quelque part. Je réécris à l'équivalence, pour ce titrage, on a la quantité initiale d'acide qui est égale à la quantité d'ion hydroxyde qu'on a versé à l'équivalence. Or, la quantité d'ion hydroxyde que j'ai versé à l'équivalence, je peux l'exprimer autrement. Une quantité de matière, c'est une concentration fois un volume. Est-ce que je connais la concentration des ions hydroxydes? Bah oui, elle est donnée dans le sujet. De toute manière, si elle n'est pas donnée, je ne peux pas faire la suite. Donc forcément, c'est qu'elle est donnée quelque part. Et est-ce que je connais le volume d'ion hydroxyde que j'ai versé à l'équivalence? Oui, c'est ce qu'on appelle le volume équivalent, VEC, VE, vous le notez comme vous voulez. Ça veut dire que la quantité d'acide qui était présent initialement, c'est égal à ça. Quelle est la concentration en ion hydroxyde? Alors, on ne le donne pas directement. On nous dit que la concentration en quantité de matière apportée, c'est Cb égale 0,10 mol par litre. Ça, je vais l'écrire en remarque. Si vous le voyez directement, je pense que le correcteur ne vous en voudra pas. Mais, si on veut être rigoureux, il faudrait écrire que l'hydroxyde de sodium dans l'eau se dissocie selon l'équation suivante. NaOH sous forme solide donne l'ion sodium Na+, sous forme aqueuse, et l'ion hydroxyde HO-, pareil, là aussi, sous forme aqueuse. Donc d'après cette équation que je viens d'écrire là, la concentration en quantité de matière de NaOH, c'est égal à la concentration en ion sodium, qui est égale à la concentration en ion HO-. Donc le HO-, enfin la concentration en HO- que j'ai mis ici, en fait, je peux dire que c'est la concentration en quantité de matière de soluté apportée. Alors moi j'ai noté C entre parenthèses NaOH, mais vous voyez que la concentration en quantité de matière apportée d'hydroxyde de sodium, eux ils la notent Cb. Donc ça en fait, c'est Cb. D'ailleurs, je ne vais pas le mettre en remarque, je vais l'écrire pour vraiment être rigoureux. Alors je reprends. La quantité d'acide initialement présente, c'est la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence. Or, la quantité d'ion hydroxyde versée à l'équivalence, c'est la concentration d'ion hydroxyde fois le volume à l'équivalence. On peut donc écrire que la quantité d'acide, c'est la concentration d'ion hydroxyde fois le volume et l'équivalence. Or, de plus, l'hydroxyde de sodium dans l'eau se dissocie selon l'équation suivante. NaOH donne Na++ HO-. Ça veut dire que la concentration en NaOH, c'est égal à la concentration en ion Na+, qui est égale à la concentration en ion HO-. Ainsi, on peut écrire que la quantité initiale d'acide, c'est Cb fois VEC. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le calcul. Puisque je connais la valeur de Cb, c'est 0,10 mol par litre. Et le volume équivalent, c'est ce qu'on a déterminé juste au-dessus. On a vu que à l'équivalence, le volume était égal à 5,2 millilitres. 5,2. Et surtout, vous ne faites pas avoir, on n'oublie pas de convertir en litres.
Ça, c'est en mol par litre. Donc ici, il faut qu'on ait des litres. 0,10 fois 2 fois 5,2 fois 10 moins 3. Soit vraiment vous n'êtes pas sûr et vous prenez la calculatrice, ou alors vous le faites de tête, multiplier quelque chose par 0,10, ça revient à le diviser par 10. Donc je prends ce nombre-là et je le divise par 10. Ce qui fait qu'ici on n'a plus moins 3, mais on a moins 4. J'ai pris des moles par litre que j'ai multiplié par des litres, il me reste donc des moles. Donc la quantité initiale d'acide, il y a 5,2 fois 10 puissance moins 4 mol d'acide ascorbique dans la gélule. Est-ce que ça correspond bien à la valeur qu'on était censé trouver? Oui. Ouf. Question suivante. Sachant qu'un comprimé contient 500 mg d'acide ascorbique, déterminez le nombre de gélules qu'il faut prendre pour avoir un apport en vitamine C équivalent au comprimé de l'aroscorbine. Alors, combien on a d'acide dans une gélule? On a dit qu'on avait cette quantité-là. Donc cette quantité, il faudrait la transformer en masse. La masse d'acide ascorbique dans une gélule est, je vais la noter M entre parenthèses AH, petit m cette fois-ci. Une masse, c'est égal à une quantité de matière en mol fois une masse molaire en grammes par mol. Des mols fois des grammes par mol, il reste bien des grammes. Est-ce que je connais la quantité initiale d'acide? Oui, c'est le résultat qu'on a trouvé juste avant. Est-ce que je connais la masse molaire de l'acide? Il me semble qu'elle est donnée, oui, j'avais oublié, on l'a calculé à la question 2. 176. 5,2 10-4 fois 176. 5,2 fois 10 puissance moins 4 fois 176. Ça fait 0,09152. Je vais garder deux chiffres significatifs, donc ça va faire 9,2 fois 10 moins 2. 9,2 fois 10 puissance moins 2. Et ça, donc, ce sont des grammes. 9,2 fois 10 moins 2 grammes, c'est la même chose que 920 milligrammes. Est-ce dans un comprimé, on a 500 mg d'acide et dans une gélule, on en a 920. Donc combien il faut de gélules pour avoir le bon apport? On voit que une seule, ça suffit. Attendez, non, j'ai fait une bêtise. 9,2 fois 10 moins 2, ça fait pas 920 mg, ça fait 92 mg. Autant pour moi. Donc, combien de gélules on doit prendre pour avoir le même apport? Pour avoir un apport de 500 mg d'acide, pour savoir combien de gélules on doit prendre, il suffit de faire une division. Dans un comprimé, on a donc 500 mg. Dans une gélule, on en a 92. 500 divisé par 92, ça fait à peu près 5,4. Donc pour avoir un apport de 500 mg, il faut 5,4 gélules.
Bon, vous voyez, hein, même un prof, il peut avoir des doutes. Là, j'avais pas fait attention. Mais oui, pour les conversions, quand je fais une conversion, je la regarde toujours 2 fois, pour être sûr. Là, vous voyez, j'ai bien fait de la regarder une 2e fois, puisque je m'étais trompé. Donc on a besoin de 5,4 gélules pour avoir le même apport que un comprimé de la Rose Corbin 500. Question suivante. En utilisant la courbe en annexe, déterminez par le calcul la concentration en ion oxonium à l'état initial. Donc il faut réutiliser la courbe qu'on a utilisée juste avant. Donc quelle est la concentration en ion oxonium à l'état initial? Alors l'état initial, c'est au début, donc c'est quand le volume versé est nul, donc c'est par ici. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le pH. Alors, je sais que le pH au tout début de l'expérience, il vaut 3,4, 3,5. Ouais, 3,5 on va dire. Donc je connais le pH. À l'état initial, le pH vaut 3,5. Est-ce que à partir du pH, je peux connaître la concentration en ion oxonium? Bah oui. On sait que le pH est lié à la concentration en ion oxonium. Je vous rappelle que les ions oxonium, leur formule c'est H3O+. Quelle est la relation entre le pH et la concentration en ion oxonium? Ça pareil, il faut que ça sorte du tac au tac. pH c'est moins le logarithme de la concentration justement en ion oxonium divisé par quelque chose qu'on appelle C0 qui vaut toujours la même valeur. Hein. C0, ça vaut toujours 1 mol par litre. Pourquoi on ajoute ce C0? On pourrait se dire, bah, on divise par 1, donc autant ne pas le mettre, ça ne changerait rien. C'est pour une question d'unité. Là, on a des moles par litre qu'on divise par des moles par litre, ce qui fait que le résultat de cette division, là, n'a pas d'unité. Et en fait, quand vous prenez un logarithme, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses n'ait pas d'unité, justement. C'est pour ça qu'on divise par C0. Alors moi, je connais le pH, mais je veux la concentration. Donc il faudrait cette relation-là, mais inversée, entre guillemets. La concentration en ion oxonium est... Alors soit vous donnez le résultat direct, soit vous refaites la démonstration. Moi, comme c'est la correction, je vais refaire la démonstration en entier. Si ça c'est vrai, alors ça veut dire que moins pH, c'est égal au logarithme. J'ai multiplié à gauche et à droite par moins 1. Là, j'ai besoin d'enlever le logarithme. Il se trouve que pour enlever le logarithme, qu'est-ce qu'on fait? On applique la fonction 10 puissance. Donc j'applique la fonction 10 puissance à gauche et à droite. Donc ici, on a 10 puissance moins pH. Ici, on a 10 puissance logarithme de blablabla. Et 10 puissance logarithme, ça nous permet justement de simplifier, de conserver seulement ça. Bon, bah, je vois qu'il ne reste plus qu'une étape. La concentration en ion H3O+, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à C0 fois 10 puissance moins pH. Je fais l'application numérique. Bon, encore une fois, hein, si vous êtes capable de sortir cette formule-là directement, moi, en tant que correcteur, ça me va. La concentration en ion H3O+, avons donc C0 qui vaut 1, exactement. Alors, en fait, on devrait écrire 1,00000 jusqu'à l'infini, hein, c'est une définition. Il y a un nombre infini de chiffres significatifs.
Et le pH qui est ici, on a dit 3,5. Donc 1 fois 10 puissance moins 3,5. Bon, j'écris juste 10 puissance. Hein. Allez, on va l'écrire en entier. 1 fois 10 puissance moins 3,5. Ça fait 3,2 10 moins 4. Hein. Je garde que deux chiffres significatifs. Je regarde autant que pour le pH. Donc 3,2 fois 10 puissance moins 4. Ça, c'est une concentration en quantité de matière. Donc, c'est des moles par litre. Voilà, j'ai bien déterminé par le calcul la concentration en ion oxonium à l'état initial. Voilà pour la partie A. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, et pour la partie B et les deux autres exos, je vais refaire une vidéo, puisque là, ça fait quand même déjà beaucoup d'informations à ingurgiter. Donc je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à revoir la vidéo, hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. L'avantage de la vidéo, justement, c'est que vous pouvez me faire répéter les choses autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis s'il y a encore des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à en parler avec votre prof de physique-chimie, hein, il est là justement pour ça, pour vous expliquer. Voilà, j'arrête la vidéo ici et on va reprendre d'ici quelques instants avec la partie B.